2022, peut-être au printemps 2022. Donc, vous seriez impliqué à toutes les étapes de la collecte de données avec moi. Puis, votre thèse, vous pourriez l'écrire à compter de l'automne 2022. Vous pourriez finir à la fin du trimestre d'hiver 2023 ou ça pourrait aller jusqu'au printemps suivant. Voilà. Mon Dieu, je suis peut-être allée trop vite. Ça ne m'a même pas pris 10 minutes. J'ai du temps pour les questions, si vous en avez. Je vais arrêter de montrer mon écran parce que là, je ne peux pas voir si vous posez des questions. S'il y a des questions? Non? Alors, Je peut-être pense que pour vous c'était trop expliquer. clair. Pardon, Jamil? Je pense que c'était trop clair. Il n'y a pas de questions. Trop clair. Bon, ben, je peux vous parler un peu du genre de résultats qu'on a eu à date, puis qu'est-ce qui est intéressant. Par exemple, au jeu de l'Acadie, ce qui est particulier, c'est que les jeunes adultes qui s'investissent à titre d'entraîneurs, c'est surtout des entraîneurs que j'ai interviewés, mais des arbitres, c'était tous d'anciens participants. Et puis, moi qui ai fait beaucoup de recherches sur la communauté francophone et l'identité francophone, alors que j'aurais pu partir avec l'hypothèse qu'ils revenaient par dévotion à la communauté acadienne, pas en tout, ils reviennent par dévotion au sport et aux jeunes. Ce qui est différent de l'identité acadienne comparativement à l'identité franco-ontarienne, c'est comme si la loyauté à la communauté francophone va de soi. Elle est tenue pour acquis et on n'a pas besoin de l'exprimer. Alors qu'en Ontario, c'est tout le contraire. Quand on se dit franco-ontarien, qu'on a passé par les écoles franco-ontariennes, on a un sens de responsabilité envers la communauté. Puis, donc, la façon de concevoir notre lien à la communauté est très différente. Donc, ça, c'était particulier au jeu de l'Acadie, mais au bout du compte, c'est pas parce que les jeunes, c'est pas parce qu'ils ne s'impliquent pas comme entraîneurs pour la francophonie, mais qu'ils s'impliquent comme entraîneurs pour les jeunes et pour le sport, ils finissent quand même par avoir la conséquence de redonner à la francophonie, étant donné que les Jeux de l'Acadie, le but de cet événement-là, c'est entre autres aussi une manifestation de l'identité acadienne et une manifestation d'un lien à la communauté. Donc, ce qui est intéressant de cet exemple-là, c'est que même si on ne s'engage pas pour redonner à la communauté comme telle, on finit par avoir un impact sur le développement de la communauté. Alors que pour le Boys and Girls Club, c'est clair que les jeunes leaders s'intéressent et s'investissent spécifiquement pour aider aux jeunes marginalisés, pour aider aux jeunes de leur quartier et pour aider à l'intégration à la ville d'Ottawa. Alors là-dessus, je pense que je suis rendue à mon 10 minutes. Je ne sais pas s'il faut prendre le 5 minutes pour faire le transfert ou si avec ces données-là de plus, je vais avoir suscité une question. Christine, c'est Pascal à l'appareil. Puisque tu t'es investi avec les Acadiens depuis plusieurs années, fais-nous donc une belle petite blague avec ton accent acadien. Pas capable, je suis Oh, zéro come pour les on! accents. Non, Pas non, d'expression j'aurais non bien plus. voulu. Non, non, tu me Ah, laisses mais pas ça terminer. alors. Moi, je suis franchement pas actrice, ça me vient pas. Je suis vraiment stricte. Bon, mais j'aurais pu te dialoguer avec toi, mais je vais te dire la petite phrase qui me fait toujours rire quand j'entends mes cousins du Nouveau-Brunswick qui disent J'aime la way ta skirt a hang. Et traduction. J'aime la façon dont ta jupe tombe. C'est ça. J'aime. C'est ça. Ouais, On a mais vu bref, beaucoup de. On a parlé aussi des enjeux du chiac et du fait ouais, de sans doute. parler à la fois français-anglais. Sans doute. S'il y en a d'entre vous qui êtes intéressés à travailler avec moi pour votre projet ou pour faire la maîtrise, vous allez trouver mon adresse courriel. C'est facile. Vous faites Google Christine Dallaire, Ottawa, puis ça va vous sauter d'en face. Merci, Christine. Je pense qu'il reste juste 3 minutes, alors il va falloir que je quitte et que je laisse la prochaine personne. C'est toi, Pascal, après C'est moi? moi qui réchauffe. Bon, En fait, merci ben d'avoir voilà. réchauffé la salle. Merci Je d'avoir ferme le réchauffé la micro, salle. puis bon, mais là, je n'ai pas fait de joke drôle, là, mais heureusement que Ah tu étais oui, là. là. Toi, tu les as réchauffés avec un peu d'humour. Superbe. Eh bien, bonsoir tout le monde. Je suis content de voir des collègues en ce beau vendredi soir. Alors, on vous offre, Christine vous a offert une vision
comment dire, ouais, l'impact de la sociologie du sport dans le domaine. Moi, je vais vous plonger surtout dans l'aspect physiologique, étant donné que j'enseigne, en fait, même que je reconnais certains d'entre vous dans le groupe. En fait, j'enseigne en physiologie de l'exercice. Puis voilà, je me permets de partager mon écran dans un instant, puis je vous amène dans mon monde qui traite d'un tissu, en fait, que nous avons tous, que nous chérissons parfois, que nous détestons parfois aussi, c'est-à-dire nos graisses corporelles. Alors, permettez-moi de partager le tout avec vous. Super, on a encore 2 minutes pour commencer ta présentation, Pascal. Ah, d'accord, OK, bien, Merci regardez, beaucoup, merci beaucoup, je vais Christine. juste... Merci, Christine. Oui, parce que là, on fait le changement et les gens qui viennent, qui partent de l'autre. Donc, on va attendre au moins à 7 heures pour Ça s'assurer. avance trop vite, Pascal. Il y a des étudiants qui vont manquer ton punch. C'est ça. Je vais attendre paisiblement, puis j'attends votre signal. C'est Jamil qui me donne le signal? Oui, vous avez 2 minutes. 2 minutes, bon, ben, superbe. Je pense qu'on est On rendu peut là. faire un petit workout en attendant, peut-être? Oui, ouais, ce serait bon, ça. Moi, j'en aurais vraiment franchement Ben besoin. oui, tu disais, Alexandra, que tu étais collée à ton écran depuis longtemps. Ah, oui, oui. Toute la Ah ah! Est-ce qu'il y en a qui ont du popcorn dans la salle? On a combien de participants ici? 14. C'est bon, c'est bon. On Jamil, est tu mentionnes... timé à la seconde près. Ah Oui, oui. on est bien, en fait. Commencer. Oui. C'est bon? Superbe. Oui. Alors, bonsoir à tous pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Alors, je vais vous amener dans mon petit monde, en fait, qui est plutôt un voyage, contrairement à ce que Christine vient de faire, là, un voyage dans le domaine plus cellulaire, physiologique. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vous présente là, en arrière-plan, si vous regardez là, le gros pot de... Ce n'est pas des raisins là, que j'ai pris en photo ce soir, là, c'est vraiment des cellules adipeuses, en fait. Ce sont les cellules qui composent nos fameuses réserves adipeuses. Et je vais vous dresser, en fait, un bilan de ce que nous traitons au laboratoire. Et ceci se situe donc au campus Lise. Et comme certains d'entre vous êtes peut-être au début de votre formation bachelière ou même à la fin de ce parcours, bien, sachez qu'on est toujours à la recherche de jeunes dynamiques et intéressés à se joindre à nos activités. Alors, en espérant que les prochaines minutes pourront vous convaincre ou vous titiller du moins la curiosité à propos de ce tissu. Comme je le disais il y a quelques instants, le tissu adipeux, comme vous le savez, c'est un tissu qui, pour certains d'entre nous, tout au cours de notre vie, sera à peu près stable, alors que dans certains autres cas, puis comme vous le savez, les statistiques canadiennes et même mondiales me tendent à dire que la majorité d'entre nous vont probablement développer une certaine masse adipeuse. Et c'est en fait ce à quoi on s'intéresse dans le laboratoire, c'est-à-dire l'impact de ce tissu qui présente une plasticité incroyable d'un point de vue biologique lorsqu'on regarde les pourcentages de graisse que nous pouvons atteindre en termes de magnitude. Là, on parle de 5 chez certains individus très, très minces et athlétiques, alors que d'autres peuvent atteindre pratiquement 50 de leur poids corporel à titre de ce tissu. Et en fait, ce qui nous intéresse particulièrement au sein de notre équipe, c'est réellement à partir du moment où exactement on développe une certaine, comment dire, certains problèmes reliés à cette accumulation particulière de tissu adipeux. Alors, jusqu'à un certain point, et détrompez-vous, là, je ne parlerai pas en mal uniquement du tissu adipeux, c'est un organe qui est en fait très important. D'ailleurs, si vous êtes comme moi, à l'heure actuelle, vous êtes en période postprandiale, c'est-à-dire qu'il y a à peu près peut-être 1 heure que vous avez soupé et votre tissu adipeux travaille extrêmement fort dans le moment pour accumuler les bonnes énergies que vous avez consommées à l'heure du souper au sein de ces réserves.
Donc, il est possible, en fait, justement, d'entreposer ces réserves, mais jusqu'à un certain point, lorsqu'on développe progressivement tout au cours de notre vie, et sachez que l'humain est évidemment confronté à certaines étapes critiques, hein. Par exemple, vous êtes dans une étape critique de gain pondéral, c'est-à-dire à titre d'étudiant, là, il est bien connu que d'ordre général, lorsqu'on effectue un bac, on peut gagner presque 10 à 15 livres de graisse. Donc, c'est une étape critique que vous vivez à l'heure actuelle. Une autre étape critique qui nous intéresse dans nos travaux, s'avère être les périodes, par exemple, chez la femme, la grossesse, chez l'homme et la femme, lorsqu'on atteint la ménopause ou l'andropause. Donc, ce sont des moments spécifiques tout au cours de notre vie où on peut justement euh, avoir une prédisposition à cette accumulation de graisse. Et en fait, ce qui nous intéresse, puis là, j'attire votre attention surtout à ce fameux seuil, la pente ici. Puis là, je ne vous présente qu'une seule altération métabolique. En fait, j'aurais presque envie de vous demander si vous en connaissez d'autres altérations métaboliques reliées à cette accumulation de graisse. Et il y en a plusieurs, en fait, mais je vous épargne mes questions ce soir, mais sachez que le diabète est une altération métabolique qui est accompagnée souvent avec une accumulation excessive de graisse. Vous avez le cancer de nos jours qui est également une perturbation liée souvent à une accumulation excessive de graisse, maladies inflammatoires comme l'ostéoarthrite et ainsi de suite. Et en fait, au sein de notre laboratoire, on s'intéresse notamment à ces fameuses fonctions du tissu adipeux parce que si en fait je vous demandais quelles sont les fonctions de vos graisses, ben, vous me diriez sûrement que ça nous sert en fait à s'isoler, hein, puis ça tombe bien, on vient de finir l'hiver, donc vous avez probablement bénéficié au cours de la période hivernale lorsque vous n'étiez peut-être pas aussi bien habillé que vous le souhaitiez avoir cet isolant thermique que sont vos graisses. Un isolant mécanique aussi, hein, vos graisses, c'est-à-dire que lorsque vous effectuez une chute ou lorsque vous cognez une hanche sur un bourreau, définitivement pratique pour se protéger les os. Probablement la fonction la plus connue, hein, de nos graisses, c'est la fonction d'entreposage. Comme je le disais, après ce souper, là, vous êtes probablement en période où une partie de l'énergie que vous avez consommée à l'heure du souper est entreposée dans les graisses. Une autre fonction qu'on pourrait associer aussi aux graisses, ou qui va de pair avec l'entreposage, c'est-à-dire lorsqu'on prélève en fait ces réserves-là et on les distribue au sein de notre périphérie lorsqu'on parle de mobilisation des graisses. Et une des fonctions, en fait, qui a vraiment fait en sorte que je suis tombé dans la potion magique du tissu adipeux comme Obélix, là, c'est-à-dire que c'est en 1994, alors que je terminais mes études bachelières, justement, on découvrait en fait que le tissu adipeux, non seulement il effectue toutes les fonctions que je viens de vous présenter, mais il effectue aussi un rôle très important d'organes sécrétoires. Donc, il joue à peu près le même rôle que, par exemple, vos reins ou votre foie en ce qui a trait à la production de protéines. Puis là, c'est un mot à 10 que vous pouvez retenir ce soir, c'est-à-dire le mot adipokine. Donc, ce sont des protéines que vos graisses produisent quotidiennement, à chaque minute, pour informer tous les tissus périphériques, incluant votre système nerveux central, de euh, différents états. Je vous donne des exemples. Puis en fait, aujourd'hui, on décompte environ 200 molécules que votre tissu adipeux est en mesure de sécréter qui vont avoir des effets sur la régulation de l'appétit, la régulation de votre système immunitaire, votre système cardiopulmonaire, cardio-respiratoire, des effets aussi sur la régulation de la tension artérielle et des effets sur la sensibilité à l'insuline. Alors, ce sont tous des variables que l'on est en mesure de mesurer, soit en prenant des mesures sanguines ou encore en effectuant des biopsies adipeuses auprès de nos participants. Et là, j'en viens principalement à ce qu'on qu'est-ce qui nous amuse, en fait, au sein de nos laboratoires. Puis, en fait, quand je vous présentais le titre de ma présentation qui fait référence à des influences externes, eh bien, on utilise différentes modalités, justement, pour étudier les différentes fonctions du tissu adipeux. Nous avons des projets en cours, ben, en fait, qui seront en cours lorsque la pandémie sera terminée, puisque pour l'instant, je vous dirais que les activités chez l'humain sont très limitées, hélas. Mais bref, d'ordre général, nous avons des projets dans lesquels nous avons des pertes pondérales, c'est-à-dire des restrictions caloriques. Nous avons aussi la possibilité de faire des expositions à différents environnements comme le froid, la chaleur ou encore l'hypoxie. Et il y a un volet qui m'intéresse, je l'ai gardé ici, bien que ce n'est pas relié vraiment à
la physiologie de l'exercice, mais il y a aussi l'effet des polluants sanguins sur vos graisses. Alors, j'en parlerai peut-être si certains d'entre vous avaient des questions, mais d'ordre général, on s'intéresse à ces 3 principales variables qui caractérisent les influences externes. Et en fait, lorsqu'on effectue nos mesures, eh bien, on quantifie la capacité incroyable de votre tissu adipeux à capter des lipides ou encore à mobiliser ces derniers, et aussi on mesure certaines adipokines dépendamment des projets de recherche qui nous intéressent. Et comme je vous le disais, alors ces adipokines peuvent être quantifiées pour caractériser par exemple les effets de l'insulinorésistance, l'appétit, et ainsi de suite. Alors, pour les prochaines secondes, question de vous présenter là, vraiment dynamiquement là, les approches que nous utilisons en laboratoire. Je vous ai préparé une petite vidéo. Alors, voyons voir si ça fonctionnera. C'est pour cette raison là, que je voulais faire un test. Alors, voyons voir. C'est parti. Là, vous pouvez danser si vous le voulez. Super. Oh, pardon. Pardon, je m'excuse de cette fausse manœuvre. Bref, voilà, ça vous présente grosso modo, en fait, différentes approches que nous effectuons. Et comme vous avez pu voir là, dans nos équipes d'ordre général, on a un beau mélange, en fait, de scientifiques, c'est-à-dire qu'on a des étudiants comme vous qui êtes en kinésiologie, des gens aussi qui sont en biologie moléculaire, parce qu'on a des travaux, comme vous avez pu voir, qui vont interpeller la biologie cellulaire, moléculaire. J'ai 3 nutritionnistes dans le moment qui sont au sein de notre équipe. J'ai également, depuis l'an passé, des psychologues, parce que lorsqu'on parle de prévention et traitement de l'obésité, eh bien, sachez qu'il y a certaines choses qui s'expliquent d'un point de vue physiologique et ou cellulaire, mais il y a également une très grande contribution du phénomène socio-environnemental. Donc, il y a de plus en plus de gens qui gravitent dans le domaine de la psychologie, là, qui nous aident justement à avoir une approche, j'oserais dire, multidisciplinaire. Alors, je vous présente en fait là, sous forme statique maintenant les différents instruments qui nous permettent d'effectuer à la fois des travaux qui sont vraiment de nature fondamentale jusqu'à des interventions là, qui vont interpeller justement différentes trames de la population, que ce soit des hommes, des femmes. Alors, c'est à peu près ce que je voulais vous livrer ce soir. Alors, je me porte disponible si jamais vous avez des questions. Et encore merci de vous être pointé en ce vendredi soir. Merci, Pascal. Hey, bienvenue. Est-ce qu'on aurait des questions, commentaires? Est-ce que tu prends des... Est-ce que les étudiants qui travaillent avec toi au niveau du bac, c'est des étudiants au BSC ou des fois tu peux en avoir aussi au BHK? En fait, je n'ai jamais eu d'étudiants jusqu'à maintenant qui provenaient du BHK, probablement parce que j'enseigne que dans le BSC. Souvent, j'effectue mon recrutement à ce niveau. Mais bref, si un étudiant avait un intérêt puis présentait les fondements, parce que je dois avouer que, étant donné qu'on travaille beaucoup sur le métabolisme, il est certain que je vais prioriser les étudiants qui sont au BSC, mais bon, si vous êtes un candidat qui est dans l'aile BHK et que vous avez un intérêt pour le métabolisme, bien, certainement que je ne dirai pas non à vous intégrer dans l'équipe. Docteur Rimbaud, comment a été votre recherche affectée par la pandémie, étant donné que ça affecte un peu tout le monde, mais pour vous spécifiquement? Ben, énormément arrêté. En fait, je vous dirais que ça fait 1 an que je suis dans mon sous-sol. C'est-à-dire que, étant donné qu'on travaille avec des clientèles vulnérables qui sont d'ordre général affectées
soit d'obésité ou qui ont des problèmes métaboliques comme le diabète ou l'apnée du sommeil, eh bien, nous, ce sont des clientèles avec lesquelles nous ne sommes pas à la veille de débuter nos travaux. J'ai un projet dans le moment avec un nutritionniste qui effectue son doctorat chez nous, qui s'intéresse là aux effets des sucres naturels ou des succédanés de sucre, et on va justement recruter des clientèles universitaires qui n'ont pas de situation vulnérable comme diabète et ainsi de suite. Et c'est les seuls travaux qui vont nous permettre de recommencer tranquillement nos activités de recherche. Tous les autres travaux dont je vous parle, on recrute des gens qui ont soit des problèmes pondéraux, donc des problèmes de poids, ou encore qui sont affectés d'apnée du sommeil. Et malheureusement, pour ces gens-là, les risques sont trop élevés et on n'ose pas reprendre des activités. Voilà. Puis étant donné que, disons, il n'y a pas, disons, tant de choses à faire étant donné avec la pandémie, est-ce que vous prenez le même montant d'étudiants ou ça va-t-il aussi baisser à cause de ça? En théorie, en fait, si je regarde ma boule de cristal, là, donc nous avons l'occasion, Dieu merci, d'avoir des projets qui ont été réalisés au cours des dernières années. Donc, évidemment, c'est peut-être moins excitant pour un étudiant au premier cycle de faire un projet de recherche en manipulant des données parce que la beauté de notre terrain de jeu, j'oserais dire, c'est qu'on a des appareils sophistiqués, des appareils de pointe, et puis c'est fantastique. En fait, moi, c'est un peu comme ça que je suis tombé en amour avec le milieu, c'est-à-dire qu'alors que j'étais dans vos souliers, j'ai eu la chance de visiter un laboratoire qui était à peu près équipé comme celui que nous avons, puis c'est toute une richesse que vous avez en tant qu'étudiant. Puis d'ailleurs, si un jour ça vous intéresse, lorsque le moment sera possible, bien, ça me fera plaisir de vous faire une visite réelle de la chose. Aujourd'hui, je vous ai présenté une visite virtuelle, mais sachez qu'on est très bien équipé pour faire divers travaux là, qui nous permettent de caractériser l'être humain. Maintenant, évidemment, j'aurais tendance à dire que si la situation ne s'améliore pas en septembre, d'ordre général, je prends 1 à 2 étudiants par année au premier cycle. Et ça, c'est lorsqu'on avait des projets de recherche en cours. Si pandémie est toujours en effectif en septembre, eh bien, probablement que je vais m'en tenir qu'à un seul étudiant, étant donné que même pour moi, c'est un petit peu moins excitant parce qu'on peut faire évidemment des transactions comme on le fait actuellement, mais c'est beaucoup plus intéressant pour vous de pouvoir faire un test réel avec un participant une fois que vous êtes à l'aise avec la technique. Voilà. Oui, certainement. Merci. Merci, Xavier. Je pense qu'on peut passer la parole à Julie Nantel. Si vous avez des autres questions pour Pascal, vous les mettez dans le chat et puis il va les voir. Donc, merci, Jamil. Allô, Julie, je Julie. vous passe la parole. Merci beaucoup, Pascal. Au plaisir, les amis. Merci. Allô, Julie. En fait, je vais rester avec toi, Julie. Ah, parfait, parfait. Je t'avais dit bon week-end, mais... C'est gentil. Bonjour tout le monde. Laissez-moi juste partager mon écran. Et Julie, je vais m'excuser à l'avance parce que je vais quitter à 7h30 parce que je vais présenter dans l'autre bloc. Sans problème. OK, dites-moi si vous voyez bien la présentation. Oui. OK, parfait. Excellent. Comme j'ai dit à mon autre groupe, je vois beaucoup de noms, peu de visages. Alors, si vous êtes, si vous êtes professionnel, donc vous avez un T-shirt et des pantalons, vous pouvez tourner votre caméra. Ça va me faire plaisir de vous voir. Je vais vous présenter mon programme de recherche et ce que vous voyez ici, en fait, c'est les 3 axes principaux de mon programme de recherche. Et donc, ce que je regarde, c'est tout ce qui est analyse du mouvement, de l'activité physique, jusqu'aux nouvelles technologies et comment on peut utiliser ces nouvelles technologies-là et retourner ensuite de ça à l'activité physique pour améliorer la mobilité des personnes âgées et la mobilité des personnes avec des problèmes neurologiques comme le Parkinson. Donc, le premier axe est activité physique et mobilité comme tel. Ensuite de ça, j'ai tout ce qui touche aux problèmes cognitifs chez la personne avec le Parkinson et la personne âgée et le développement de nouvelles technologies pour faire cette évaluation-là de la mobilité et voir si on peut vraiment aider nos personnes à rester le plus mobiles et le plus indépendantes et le plus longtemps possible également.
Donc, ce que vous voyez ici, en fait, j'ai la boxe et le Parkinson. Et la question que je pose tout le temps, en fait, quand je parle de la boxe, c'est pourquoi utiliser la boxe comme telle? Pourquoi c'est une activité qui a du bon sens à faire avec nos personnes qui ont le Parkinson? Et donc, si j'étais en classe, je vous poserai la question et vous me répondriez. Mais l'idée, en fait, c'est que ce qu'on veut avec la boxe, c'est non pas avoir des combats de boxe, évidemment, c'est pas ça qu'on veut, mais on veut avoir des déplacements. Et la boxe nous permet non seulement de se déplacer vers l'avant et vers l'arrière, mais aussi de se déplacer latéralement. Et tous les déplacements latéraux chez les personnes âgées et chez les personnes avec le Parkinson sont en fait une problématique pour le risque de chute. Donc, pensez, si vous marchez ou si vous vous déplacez vers l'avant, vous êtes habitué justement de marcher. Et ce qui se passe, c'est que la marche, c'est une chute qui est contrôlée. Donc, vous êtes habitué de contrôler cette chute-là. Donc, si vous vous déplacez et que là, votre centre de masse va trop vers l'avant, bien, vous faites un pas et tout est beau, vous êtes restabilisé. Par contre, pensez si vous avez les deux pieds au sol et que quelqu'un vous pousse au niveau latéral, à ce moment-là, ce que vous devez faire, là, vous ne voyez pas mes pieds, mais ce que vous devez faire, c'est prendre ce pied-là et le passer par-dessus l'autre pied. Et ce qui se passe chez les personnes avec des problèmes neuromusculaires ou des problèmes de force musculaire, à ce moment-là, c'est que la jambe ne passe pas nécessairement par-dessus, le pied ne passe pas nécessairement par-dessus l'autre pied. Et on a à ce moment-là un trébuchement, ce qui fait qu'on a une perte d'équilibre et souvent une chute. Donc, on essaie de travailler cette problématique-là en médio latéral avec nos personnes âgées, avec nos personnes avec le Parkinson. Et à ce moment-là, on s'assure qu'ils sont capables de se restabiliser dans toutes les directions de mouvement possibles. L'autre chose avec le Parkinson, la première chose qui vous vient en tête quand on parle de Parkinson, c'est les tremblements, mais c'est vraiment qu'un seul des symptômes de Parkinson. Un des symptômes très, très importants, c'est les chutes et c'est les problèmes moteurs comme tels. Et donc, d'une part, on veut travailler ces problèmes moteurs-là. Un autre problème qu'on a chez les personnes avec le Parkinson, c'est la rigidité comme telle. Donc, vous avez des personnes qui, plus la maladie va progresser, plus ils vont avoir tendance à être positionnés comme ça, et donc à se recroqueviller sur eux-mêmes. Et c'est la même chose au niveau des avant-bras. Vous et moi, quand on veut aller chercher un objet, on peut faire un mouvement complet d'extension, alors que les personnes avec le Parkinson vont avoir tendance à bouger tout le corps plutôt que juste un membre. Donc, je fais une petite démonstration ici. Si je veux aller chercher une tasse dans un cabinet, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais allonger le bras et je vais ramener ma tasse. Si j'ai le Parkinson et que je suis une personne avec le Parkinson, ce qu'on appelle rigide, à ce moment-là, les articulations restent en flexion. Ce qui fait que si je veux aller chercher ma tasse, mon bras reste en flexion et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais bouger? Mon centre de masse, donc mon tronc. Et si je bouge mon tronc, ce qui se passe, c'est que j'ai besoin de me restabiliser pour ne pas tomber vers l'avant. Et souvent, les personnes avec le Parkinson, en fait, chutent beaucoup à la maison. Et donc, l'idée avec la boxe, évidemment, si vous allez faire du punching bag, par exemple, l'idée, c'est d'avoir le plus grand mouvement possible, la plus grande amplitude possible. Et à ce moment-là, vous vous habituez à stabiliser le tronc et à faire ces grands mouvements-là de grande amplitude. Donc, c'est une première chose. On a eu quand même des bons résultats avec ce programme-là. L'autre composante, évidemment, si vous êtes une personne avec le Parkinson qui avait peur de chuter à cause de la maladie, qu'est-ce que vous faites? Bien, vous restez à la maison. Plus vous restez à la maison, moins vous êtes mobile. À ce moment-là, moins vous êtes apte à vous déplacer et à faire vos activités quotidiennes. Donc, le fait d'amener ces personnes-là à l'extérieur de la maison, la pandémie a été vraiment très problématique pour cette population-là. L'idée, c'est qu'on les amène au gym, on les fait rencontrer d'autres personnes avec le Parkinson et ils comprennent qu'ils peuvent avoir une vie qui est indépendante, ils peuvent être autonomes et faire des activités avec d'autres gens qui ont la même maladie avec lesquels ils peuvent discuter également. Donc, il y a vraiment un aspect social et psychosocial à ce type d'entraînement-là pour ce type de population-là. Et on peut penser que ça pourrait être la même chose pour les gens, les personnes âgées, par exemple. Donc, ça, c'est la première portion. Et là, vous voyez marche nordique. Marche nordique, c'est assez facile à voir, c'est-à-dire qu'on est bipédal comme humain, c'est-à-dire on marche à deux pieds,
Vous rajoutez des pôles, vous avez maintenant 4 points d'appui au sol. 4 points d'appui au sol, ça veut dire que vous avez une grande base de support, donc moins de risque de chute à ce moment-là. Par contre, ça m'amène à mon deuxième point, au niveau des problèmes cognitifs, c'est que si je dois manipuler 2 pôles quand je marche, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la coordination des membres, ça demande beaucoup plus d'attention. Et je m'en vais au deuxième axe. Donc, quelle est la relation entre l'attention, l'aspect cognitif et les chutes? Donc, ça, on peut regarder ça chez la personne âgée et chez la personne avec le Parkinson. Dans les deux cas, il y a un lien très, très fort. Et l'idée, en fait, on regarde souvent quand on fait des doubles tâches, c'est-à-dire, je vous parlais des pôles, par exemple. Donc, si vous devez manipuler un objet en même temps que vous marchez, vous êtes en train de faire une double tâche. Normalement, pour vous et moi, ça devient automatique. Donc, on marche et les bras devraient être en antiphase, c'est-à-dire quand j'avance le bras droit, la jambe gauche devrait avancer et vice-versa. Alors, pour les personnes avec le Parkinson, souvent, ce qu'on voit, c'est qu'il faut vraiment penser à faire ces mouvements-là pour être capable de progresser vers l'avant. Donc, ce qu'on voit souvent, en fait, c'est quand les gens font une double tâche, ce qui se passe, c'est qu'on a des blocages à la marche. Un blocage à la marche, c'est simple. Je marche, j'ai un tapis ici, j'ai du bois franc au sol, je suis en train de marcher et là, l'information visuelle que j'ai, c'est une transition entre le tapis et le bois franc. Et à ce moment-là, ça crée une espèce d'overload au niveau de l'information que j'ai, au niveau visuel. Et à ce moment-là, avec les personnes avec le Parkinson, ont de la difficulté à processer toute cette information-là. Donc, ce qui se passe, c'est que si j'ai toute de l'information, je pense que toute l'information que je vois est nécessaire à ma progression vers l'avant, ce qui se passe, c'est qu'il y a un blocage. Et ce blocage-là, en fait en sorte que la marche arrête complètement. Donc, on a une personne qui se déplace, qui traverse la rue, par exemple, et avec le stress, avec l'information visuelle dans l'espace, les gens bloquent, par exemple, en plein milieu d'un boulevard. Évidemment, problématique. Donc, une des portions de mon programme de recherche, c'est de regarder vraiment le lien entre l'attention, entre les déficits au niveau de la mémoire, au niveau attentionnel évidemment, et au niveau visuospatial, c'est-à-dire la capacité de prendre l'information visuelle dans l'espace et de l'analyser. Donc, ce que vous voyez ici, quand je parle de blocage moteur à la marche, vous avez ça ici. Donc, ce qu'on a demandé à nos participants, c'est juste de marcher sur place sur une plateforme de force. Donc, c'est la ligne rouge que vous voyez ici. Donc, chaque ligne rouge est un pas. Et à ce moment-là, vous avez 0 à 100 %. C'est-à-dire 0, c'est quand mon pied est dans les airs. 100 %, c'est quand mon pied est au sol. Et c'est vraiment, vous voyez, c'est très, très, très cyclique. Donc, ça ici, ça pourrait être vous et moi. Donc, on voit des cycles parfaits. Donc, vous ne voyez aucun arrêt. Ici, vous avez une personne qui a fait ce qu'on appelle un freeze, donc un blocage moteur, 5 fois. Donc, la personne marche, tout à coup, elle s'arrête. Et donc, elle est juste capable de bouger comme ça, mais sans lever le pied. Et vous voyez qu'elle est capable de récupérer ensuite le cycle et ça retombe en blocage, ainsi de suite. Ici, vous avez une personne qui a fait un blocage de presque 1 minute. Donc, l'idée, en fait, c'est que quand on sait de quoi a l'air notre signal au niveau de notre blocage moteur, ce qu'on essaie de faire, mon troisième axe, c'est vraiment de dire, est-ce qu'on est capable de prendre ce signal-là et de trouver des nouvelles façons d'utiliser ce signal? Parce qu'en fait, on a utilisé pour ce programme-ci une plateforme de force, mais ce n'est pas vrai que vous marchez sur une plateforme de force quand vous êtes dehors. Donc, est-ce qu'on peut prendre une technologie plus accessible pour retrouver ce même signal-là? Et en fait, ce qu'on veut voir, c'est est-ce qu'on est capable de détecter un freeze, donc un blocage moteur, mais est-ce qu'on est capable de le prédire? Et la façon, en fait, qu'on peut détecter et prédire, c'est d'utiliser ce que vous avez dans votre téléphone, donc des accéléromètres et des gyroscopes. Et donc, l'idée, c'est que si vous mettez ce qu'on appelle des IMUs, donc des stations inertielles au niveau des bras, au niveau des jambes, on peut savoir comment la personne se déplace dans l'espace et à ce moment-là, essayer de trouver le meilleur signal qui nous permet de dire la personne est en train d'avoir un blocage maintenant. Et ça, c'est une chose, c'est
c'est une première étape, mais la vraie étape, en fait, c'est de prédire ce moment-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose dans le signal qu'on peut trouver 1, 2, 3 secondes avant le freeze, avant la période de blocage? Est-ce qu'on peut trouver, en fait, une portion de signal qui nous dirait, OK, bientôt, tu vas avoir une période de freeze? Et en fait, c'est exactement ça qu'on a fait. On est capable maintenant, avec mon groupe, de prédire 1,6 secondes avant un épisode de blocage comme celui-ci, que la personne va avoir un blocage. Donc, ce que ça fait, c'est que si on est capable de prédire, on est capable également d'envoyer peut-être un signal à cette personne-là pour dire, dans 1,6 secondes, tu vas avoir un épisode de blocage. Il faut donc absolument que tu te prépares à faire un nouveau pas. Donc, on peut envoyer un son, par exemple, pour dire, OK, ça s'en vient, cling, il faut que tu marches. Ou ce que nous, on a décidé de faire, en fait, c'est d'envoyer une stimulation sur le muscle directement. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre... vous avez ici... Laissez-moi changer. Ce qu'on fait, c'est qu'on a nos IMUs, donc nos accéléromètres. On a notre AMG pour connaître notre signal. Et on peut même mettre le même type de senseur ici, qui va directement sur les gastrocs. Et à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est quand on prédit qu'il va y avoir un blocage, on envoie ce signal-là qui fait juste comme une espèce de vibration au niveau du muscle et qui stimule le muscle pour lui dire « tu te raccourcis pour faire une contraction » et à ce moment-là, pousser au sol. Donc, c'est ce qu'on a maintenant, c'est ce qu'on est capable de faire maintenant. Et la prochaine étape, en fait, c'est de personnaliser ça selon le degré de maladie, donc selon la progression de la maladie comme telle et selon l'importance des périodes de blocage moteur, selon les différents participants qu'on a. Et donc, l'idée, c'est vraiment de développer j'allais dire une device, je n'ai pas le mot en tête, on va dire une device, une pièce d'équipement. Okay? Donc, une pièce d'équipement qui va nous permettre, en fait, un prototype qui va nous permettre d'envoyer ce stimulus-là à nos participants et de voir si on est capable, ensuite de ça, de les envoyer chez eux et de faire ce qu'on appelle, en fait, des évaluations de la mobilité à distance. Donc, est-ce qu'on est capable, en mettant des accéléromètres, des IMUs, envoyer la personne chez elle, essayer de faire un peu les espions, puis de voir ce qui se passe, quel type de mouvement ils font, quand est-ce qu'ils tombent, quand est-ce qu'ils ont des périodes de blocage. Et ensuite de ça, prendre toutes ces méga données-là, donc ce qu'on appelle le big data, faire vraiment, on traite nos données. Et ensuite de ça, ce qu'on fait, c'est qu'une fois que les données sont traitées, on les envoie chez les cliniciens qui, eux, regardent le rapport et peuvent à ce moment-là réajuster le type de traitement qu'ils donnent à leurs patients. Donc, en type de traitement, on peut dire médication. Est-ce qu'il faut changer la médication? Est-ce qu'il faut l'augmenter? Est-ce qu'il faut la réduire? Est-ce qu'il faut faire une chirurgie au niveau du cerveau? Ou est-ce qu'il faut, à ce moment-là, revenir à mon premier axe de recherche, faire de l'activité physique? Donc, l'idée, c'est vraiment de voir, est-ce qu'on est capable de faire toute cette évaluation-là à distance, à l'aide des mégadonnées, et juste en utilisant un téléphone, par exemple, ou des accéléromètres, comme dans les montres intelligentes. Et ce qu'on veut faire, et ce qu'on va être capable maintenant de développer, en fait, c'est des vêtements intelligents. Parce qu'évidemment, quand vous parlez aux cliniciens, le problème avec les personnes avec le Parkinson, c'est qu'elles ne veulent pas avoir l'air d'avoir le Parkinson. Donc, elle ne veut pas avoir plein de pièces d'équipement sur elle. Donc, l'idée, c'est de mettre nos IMUs directement dans les vêtements. À ce moment-là, on peut collecter nos données et on peut également mettre notre stimulateur dans les vêtements et faire en sorte de stimuler le muscle quand on en a besoin. Et à ce moment-là, quel type de vêtement serait le vêtement idéal pour nous? Des chaussettes. Des chaussettes, à part si vous êtes à la plage, il y a même des gens qui en mettent à la plage, ce n'est pas une bonne idée, c'est vraiment pas joli, mais vous mettez des chaussettes presque à tous les jours. Et l'idée, c'est que si on est capable de mettre tout notre équipement dans une chaussette, à ce moment-là, on peut avoir toutes nos données, avoir nos big data, faire notre traitement de données et avoir notre évaluation de la mobilité pour nos participants. Et voilà, c'est mon programme de recherche. Merci.
Je pense, est-ce qu'il y a des questions? Non. On n'aura pas le temps de prendre des questions, je Julie, pense parce pas. que ça a dépassé un petit peu 2 minutes. Ouais. On a Marika qui est là. Excellent. Ben, si vous avez des questions, juste m'envoyer un email. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup tout le monde. Bon week-end. Merci beaucoup, Julie. Bye, Marika. Bye, Alex. Bye. So we can switch to English because the rest of these presentations are going to be in English. Marika is here. Yeah. So you can share your screen, and I'm sure everyone is excited to hear what you have to say. Okay, all right. Okay, so I'm gonna share my screen. And are we in business here? Can you see my screen? No, you cannot see my screen. Oops. Yes. You see it now? Yes. Okay, perfect. All right, so my pleasure to share with you a little bit of research opportunities in sport management. Oops. Okay, there you go. So I would like to start with sharing here what a quote from the Canadian sports policy, which states that Sport Canada is striving to establish Canada as a leading sport nation at home and abroad, where all Canadians and their communities enjoy, value, and celebrate the benefits of active participation and excellence in sport. And I really think this quote is very applicable to the work my colleagues and myself do in the area of sport management. So I will talk a little bit more about what we are doing. So we're talking sport management, and of course there's different components when we hear sport management. There is management and marketing, and you all had your second year course that was an introduction in management and marketing, sport management and marketing. But linked to that is the concept of governance. How do we govern sport organization? And a very important focus of the research that is being done in our school is around events. So I will talk a little bit about also what my colleagues are doing. Not everybody could be here tonight, but so somehow we all address these components: management and marketing, governance, and events. And so my first colleague I'd like to introduce to you is Eric McIntosh, and some of you may have had courses with him. His area of expertise is organizational behavior, and of course we're focusing on sport organizations. So how are they managed? What is the organizational culture of sport organizations? He also looks at international perspectives. So if you're interested in doing international comparisons, and from a sport event perspective, he particularly focuses on the events and on the athletes and the athletes' experience. My colleague, Mylène Apparent, is more in organizational theory, strategic management, and governance of sport organizations, and particularly the Canadian sports system, because being in Ottawa, we have the opportunity to tap into a lot of national sport governing bodies, national sport organizations. So we do quite a bit of work with them. And she's also a sport events expert from the perspective of governance, again, stakeholder and network management when it comes to events, and also knowledge management, how to organize an event and how to pass on that knowledge to do it well. My colleague Benoit Séguin, he is the expert in sport marketing and sponsorship, and particularly in Olympic marketing and sports sponsorship.
He also looks at ambush marketing, which is one particular component of marketing. And then also brand governance, so branding, marketing, making yourself known as an organization in the market, but particularly for Olympics. So he's very much focused on Olympic Games and Olympic sport organizations. As for myself, so I'm Marijke Tax, and my area of expertise is socioeconomic aspects of sport and sport events. And this term socioeconomic aspects may be a bit scary because you're not too familiar with it, but really what it entails is that you look at the interaction of sports, economics, the business side of sport, the monetary streams that come with sport, but also the interaction with society. So it's definitely not pure economics. It's always how does the economics of sport affect society? So it's always that combination. And I would argue that a lot of the focus of the work that I've been doing is on sport for all. So I'm more concerned with grassroots participation, physical activity levels, rather than high performance sport. Okay, so I mentioned events, and I think we are a pretty unique group of researchers. Because we all have a certain expertise when it comes to investigating and studying events. Like I said, Eric McIntosh particularly looks at the athlete's experience, while Milena Parent looks at the organizational committee and the event stakeholders and really staging the event, organizing the event. Like I said, Benoit Séguin does the marketing and the sponsorship, and I look at the impact of events on society. So it's a pretty diverse look at events. So if you're interested in studies on events, there can be a likelihood that one of us can fill your needs or your interests. Of course, I'm here to talk about some of the projects that I can offer to some of you moving forward. And of course, when we think about studies on socioeconomic impact of events, we have a problem. We have a problem. We are in the COVID era, and we know how that has affected sport events. Nevertheless, there is an opportunity, because we believe there's going to be a post-COVID era. And I don't know if you've heard, but we have Ottawa, who's going to host in 2026. So hopefully this is way post-pandemic, but this is going to be a big event coming to Ottawa in 2016. It's the International Championships for wheelchair basketball. So it's the World Championships, wheelchair basketball. So this is going to be a big event, and you're going to say, well, this is only hosted in 2026. What research can we do on an event that's only going to be hosted in 2026? Well, a topic of research could be an analysis of predetermined outcomes and strategies. So in other words, we know that hosting big events, major events like this one, costs a lot of money. And often there is a lot of taxpayers' money going into these events. So if residents pay for this event or pay a large portion to stage this event, then there should be some return to them. They are deserving of some return if they pay for it. So often when organizations go bid for these type of events, they will say, well, it will be good for society, it will be good for the residents because it will bring this and this and this and this to the community. And often these things are being put in bids and are being said, but not necessarily strategically planned.
And so one of the things that we could do with this particular event is look at this event, because it was just recently awarded to Ottawa, is look at what were their promises for society? What did they promise? And what can be done to make sure that this promise is delivered? What are the strategies? Maybe they have thought of strategies, maybe they have not thought of strategies, and then we can start thinking about strategies. So there's a lot of work that could be done leading up to this event from a socioeconomic perspective. Okay, so what this would entail, this would be analyzing the bid, do interviews with people who put in the bid, what they envision. It could mean you go talk to local wheelchair basketball clubs to see what they envision, what they hope to get out of the event. So there's a lot of things that can be explored pre-event. So that is one idea that I wanted to share with you. Obviously, we are in a COVID era, and so I thought there should be themes that would go outside of this event realm, and I'm just going to share a few of them. And there is no particular set research project already ongoing, but it could be a start for different possible projects. So, for instance, a possible theme, and I'm looking at the time, a possible theme could be organizations influencing sport participation, analyzing best practices. What are our sport organizations doing to really stimulate participation, grassroots participation? The use of big data technology. We have Fitbits, we have all types of technology. How do they really increase participation? How do they affect participation? So this would be more big data analysis, so more quantitative approach. The role and value of sport in the public health discourse. So we know that health, it means a lot of different things. Well-being, it's about nutrition, it's about physical activity, but often we use sport as a means for health. And we know that sport can contribute to health, but also only a small portion, because it's always part of a larger context. So how is sport used in public health discourse? That would be a qualitative analysis. And so the way you could possibly study these themes or in your project would be literature reviews and collection of pilot data, and those can be both quantitative and qualitative. So I clearly know that I'm not coming to you with a fixed, clear, this is what I want undergraduate students to do. No, I give you a series of ideas and help you develop maybe your own interest, and then maybe align it with interests of our own research programs or our graduate research programs. So that was my contribution, and I'm happy to entertain any questions should there be any. We are running slightly behind, so if anyone does have questions for Marika, please feel free to email her. I'm sure she'll be more than happy to answer your questions. And we will move on to Michael Robideau, who I've had as a professor and who will take it from here. Thank you, Marika, for the amazing presentation. Great. Yeah, thanks. Hi, everybody. Thanks, Marika. I'm going to share my screen here, and I will make sure to keep this short. Let me see here. So thanks, everyone, for being on. Hopefully you can see this okay. So yeah, I don't have really time to kind of get into all that the work that we've been doing. I just wanted to give you a little taste of what I'm doing, and if there's people interested in getting involved with this type of fieldwork, it's super fun, and that's what I'm going to try to present to you quickly today. So my work primarily deals with First Nations
And I say First Nations specifically because I don't work with Inuit populations. I don't work with Métis, generally First Nations of remote northern Canada. I focus on local food efforts as a way of dealing with the food security challenges or food access challenges and food sovereignty. And I'm going to look at the idea of supporting traditional food harvesting as a food security solution. So just to give you a little sense of where I work. So primarily I work now in remote northern communities in Ontario. Our research group actually works in Northwest Territories as well, but my research colleagues kind of take care of the Northwest Territories. My group generally works in Ontario. Wapakika is one particular small community that I'll be talking a little bit about, but we work in about 4 different communities in this region in Ontario, which are all flying communities. So there's no road access. We fly to Ottawa, to Thunder Bay, to Sioux Lookout, then take tiny little planes to get to this little community in Wapakika, which is an Oji-Cree First Nation in subarctic part of Ontario. So currently, really what's going on, there's 2 food systems in the north, and this is even in remote Arctic communities as well, that there is still a very traditional foods or land-based foods are still remaining a very important part of the diet. But the northern store, the reliance on market food is actually, since even the 1940s, is now continually to become much more prominent part of the diet. I'm showing you this here because the food is generally low quality. It's high, it's low quality, caloric dense, and ultimately leading to a lot of health problems. And they're also sparse. When we go up there, we oftentimes find ourselves with empty shelves and super expensive. So both food systems are ultimately failing for different reasons. The main reason is trying to get access to traditional food is becoming much more expensive. There's less availability. The foods remain really important to people, but simply getting access to these foods is becoming very difficult. So we see a high prevalence of obesity and dietary related diseases. So our research, for the most part, is a chronic disease prevention initiative where we work with communities trying to understand how they can build their local food system to help address these types of dietary related disease. What I'm going to highlight is really what I do. My kind of research background is more anthropological. So I do ethnographic research. I live in communities primarily during spring and fall, where we ultimately try to learn what's involved in getting food on the land. So in the South, if you're from, for the most part, not in these communities, oftentimes you might think, well, why don't people just go hunting and fishing more? Well, there's lots of challenges to that. And so we needed to understand that. And so I go with my students and we basically go hunting and fishing. And what's really fun is because I'm not a hunter, I'm not a fisher, really. I mean, I like to go ice fishing, especially in COVID. But for the most part, this is all new to me. So I'm there just really learning and experiencing this really awesome way of life. This one particular, their main hunt, and this is in Wapakika. So as I mentioned, it's a flying community where you have to fly to get in, but their hunting territory is a place that's very hard to access. So you have to take a plane to get to it. You have to take an 8-hour boat ride on a little boat through very complicated waterway systems, walking through this muskeg and very, very difficult terrain. It really kind of points to how difficult and how physically arduous it is to actually get on the land, and how much knowledge and skill these hunters have in order to navigate these and survive in these conditions. And so what we do is ultimately, here's the base camp where the first place is where you land, but then we go and we're ultimately trying to see, well, how much food can be harvested. And so I can't give you the historical changes that happen and the reason why people have to go further, but for the most part, this area of Canada, throughout most of the north, people were semi-nomadic. They followed their food. But as a result of colonization and treaties and permanent settlements, people now live in large clusters of people and have really exhausted their food sources in their area. So they have to travel further. They have to spend more money. There's more skill that's involved, but also more risks. And with climate change, it's very difficult for people to bring enough food back to feed their community.
And this is something that we're ultimately trying to understand. So if people are to get more food from the land, well, how much is it actually going to contribute to the energy requirements? And how realistic is it to invest in these types of food strategies to actually bring enough to feed people? And so this is probably the most fun part of our research. And so I'm in the middle of a 5-year research grant where, again, I go with my, my students and my colleagues, and we go and we basically experience these conditions. Because it's one thing to write about it, but unless you experience firsthand what's really involved, and again, the incredible skill and the work of not just the men, but the women who are sometimes hunters, but oftentimes more the ones who process the food. There's lots that's involved in it. And so our research, for the most part, hasn't presented a good news story, that we're finding that people aren't able to get on the land enough. They're not bringing enough traditional food back and are over-reliant on these very low quality foods from the store. And so we've also then got involved in getting access to really unique funding opportunities that are not necessarily research-based. They're more about initiatives to allow communities to ultimately determine what their food strategies should look like. And so one of the things that communities have been really interested in has been the idea of alternative food in addition to the traditional food, but still local. And so this is one project. This was a hoop house project. And so these are a couple of my students here, and there's a horticultural student and from British Columbia. We basically went and built a very simple greenhouse structure. It's actually a hoop house, not technically a greenhouse, which it can extend growing seasons. So the horticultural students were helping teach the young kids. We connect this still oftentimes to school programs because it helps sustain the activities, which would extend a growing season. So the kids from the school each had their own garden beds and were involved in helping build this particular infrastructure. But then they were responsible for the types of foods they wanted to grow. They were the ones who were supposed to be weeding it, which they didn't do a whole lot. And also and continue to water. And it's been quite remarkable. This was the first garden project we started in Wapakika was in 2010, and it's still going. This particular hoop house structure, which just got crushed because of the winter this year, the reason why we did this structure, it's very easy to basically build back up. So the snow crushed it. We'll go back. Well, we'll see in the spring. Obviously, because of the pandemic, we haven't been able to go since that started. But the idea is, again, to continue to help support a very easy and cheap way to grow vegetables, and the kids love it. It's been a really fun activity, and even watching kids pull up fresh vegetables for the first time is really exciting to see. Another activity was a climate change grant that we were able to get, where some of the hunters were teaching young kids how to basically draw fish nets. They're 100-yard gill nets under 4 feet of ice, and basically bring in lots of fish. It's one thing to go ice fishing and bring in 1 or 2 fish. This is something that requires much more in terms of the amount of work, the skill, and the ability to yield. I mean, if you're going this far and you're spending this much money, you really need to bring back enough food to make the trip worthwhile. I've also had students involved in, it's basically like a cooking nutrition workshop, where this is one of my grad students who went to Casablanca. It's a very small community right beside Wapakika. And she was teaching the kids how to make very simple snacks, very affordable snacks, and just like an after school program. And so we kind of try to work as much as we can with the students. And here's another student here. She's actually learning from one of the elders in the community about how they process the fish, all the different tissues of the fish that they eat, which is really important for nutritional value. And here again, some of the nutrition and some of the horticultural activities that the students were bringing to the students about how to grow their own little garden plots in their yard. And it's just, to me, it's more action-based type of activity. I'm interested in being on the ground and getting results. I'm not, I'm kind of past the point where I just want to do research for writing papers. I want to see difference on the ground, and that's really what my main interest is right now. One of the kind of takeaways from this, and again, I'm just trying to rush through this so that I think Erin's going to be following me. I want to make sure she has enough time, or if there's any questions. But what we're seeing is it's still a bit discouraging. The amount of food that a community can actually either harvest traditionally or grow
is really still a fraction of the amount of food that they actually need in terms of their total energy requirements. And so they're still very reliant on the store. So we're trying to work with trying to ship better and healthier foods from the south that make food more readily available, healthy food more readily available, but continue to find ways to help support these local food initiatives, which are, again, very important, not just for the sense of nutrition, but for the cultural value that they bring. And as you can see, the intergenerational component, the kids being with the adults and the elders, it's just a really profound experience that, again, we're really lucky to be able to participate in. So our group has been advocating for almost 20 years now with communities to get government support for these local food initiatives. And our work has had impact. So the Nutrition North program from Health Canada now doesn't just simply subsidize market food, they're actually providing what's called a harvester support program that provides communities with dollars to actually buy infrastructure, buy equipment, buy even gear, winter gear, which is so expensive to get on the land, to ultimately support the activities. Our research isn't intervention based in the sense that we're not coming with solutions. We're really working with what the communities are saying they want to see happen. If they want to do intergenerational training, if they want to do gardens, it's really our role is to provide the funds to help support their initiatives. And we really listen to what the communities are saying. There's been too many outside interventions that are not listening to what communities want to see happen in terms of improving their food situation. So I hope that was good. It's pretty quick. I'm almost right at 8 o'clock. And so feel free if anyone, I don't know if we have much time for questions, but feel free if anyone's interested in this type of research or wants to know more about it, you can reach me anytime by email or however you'd like. We have 2 minutes, so if anyone has some questions, feel free to ask them. I'll just stop sharing my screen here. Oops, there we go. Is it? Okay, I think in that case, we can shift over to Dr. Erin Cressman. So the floor is yours. All right. Do we have to wait for people to shift rooms or we just keep going? I think maybe we can wait maybe like a minute or so, and then we can begin. If anyone has any general questions, I can take them now, not about my research, but the fourth year project or anything more specific. Looks like everyone has everything figured out. Yeah, all got it, all organized. All right, should I share my screen? Yes. Okay, so Michael's a bit of a hard act to follow because my research is definitely, at first glance, not the kind of applications that he's presenting. He did use the word action, and that's definitely where my interests lie. So my interest is in the area of sensory motor neuroscience. And so for those of you who've taken motor control class with myself, Diane St. Marie, Tony Carlson, Yves Lajoie, we're all in this field of trying to understand how and what information the brain is processing for different aspects of action. And I'm, for the most part, looking at how we execute movements. And so we have information, sensory information coming in. And so somehow we have to process that and come up with some perception and also use that to control our movements. And so we might think that this is a fairly unified process. We're out in our environment, even you sitting here listening to me, you're going to be receiving sensory input. So you can perhaps see my slides, you can see me, you can hear my voice. You might be getting tactile information if you're sitting on a chair. The central nervous system is bombarded with this information. And so very general, and that's what this presentation is going to be, is I'm interested in looking at how the brain decides what information it's going to use. What's the most important information
that it needs? How does it begin to integrate different senses? So does it use just one source of information? Do we pay attention to just visual information or what we feel? Or do we use a combination? And how does that change if we're beginning a movement or we're actually carrying out that movement and maybe having to correct it? And so what I find fascinating about this field is that we often think that this processing of sensory information would follow kind of a linear path, that we first perceive what's going on. So we gain some kind of conscious perception of what's out in our environment, this information coming in, and we'd use that to guide our movement. But what we find is that that's not always the case, that this idea of perception and action can be quite dissociated. So we can think of different individuals, say those who are older, those with disease. We have individuals with multiple sclerosis, Parkinson's disease that we look at, that perhaps can perceive information, but because of problems in their motor system, they're not able to act on it appropriately. And so we can use these individuals by having them run different tests, and I'll show you kind of an example paradigm in a few slides, to begin to look at this dissociation between perception and action, and which systems are doing what. We can also find the opposite, this idea that sometimes we make movements in response to stimuli that we never perceive. And kind of a good overview of this phenomenon, this idea of action in the absence of perception, so without conscious thinking, is kind of a popular book by Malcolm Gladwell that came out a number of years ago now, referred to as Blink. But it gives this idea that often our movements are controlled without our perception. So even before we can gain a conscious perception of them. And so I'll just give you an idea of different paradigms we run in the lab. The rather simple paradigms to try and get at this idea of how we process information and what's the relationship between perception and action. Can we actually have stimuli that we don't perceive influence our movements? And so the students in my lab, both graduate and undergraduate students, essentially what we do is we track motion. So if you've ever done a biomechanics lab where you put markers on, we can do that as well. We have a slightly different system, but same idea is that we're putting on markers, we're tracking motion in 3 dimensions. Or the other piece of equipment we have is this endpoint robot. So the handle's right in kind of the middle of the screen. And we see what we refer to as our virtual reality setup, where there's a monitor displayed here that participants will be looking down on. And so they'll be just seeing visual stimuli displayed on that monitor and reaching to certain stimuli in certain ways while holding on to this handle. And so this setup, I mean, we're only tracking motion in 2D, so 2 dimensions, but what this robot handle allows us to do is that it allows us to track motion as participants move it freely, but also begin to offer some assistance. So for individuals who have trouble moving, we can actually move their hand for them. So try and train this action system. Or we can also offer resistance. So make the movement harder. So put some force on that handle. So they really have to work to try to get it to move. And so again, we have participants moving to different events that they'll see on that visual screen. They could be just circle dots. So you can think of yourself moving to an image on your computer screen. And some of the manipulations that we do in projects I've had students do is we change the location of those targets. And we look at how quickly that motor system can adapt. So how quickly can we modify our movements to changes in the environment? And moreover, what we look at is, well, what if we tell you not to change your movement? So if we say if that target changes position, we don't want you to go to it. Will you be able to follow those instructions? And what we find is that no, you're not. What we see first is that your hand actually goes to that new target position, even if we tell you not to. And so that indicates that this action system that we have, this processing of visual information that we use, it guides our movements even when we don't want it to, that there is this dissociation between our action and our perception. Another paradigm that my students use quite a bit, and so both undergraduate students that have come into the lab and graduate students, is we have
participants reach to targets again, their hand is hidden from view, and they just see a cursor on the screen. It's kind of green dot. You can think of the same thing as if you're interacting with your computer, you're moving your mouse and you see the icon on the screen. And what we do is we create a distortion such that if someone moves straight ahead, that cursor heads off on an angle. And we can introduce that angle, that distortion in the visual feedback in such a way that participants are not aware of it. And in this case too, what we find is that movements begin to change. So that even though we're not aware this visual environment has shifted, we still update our movements to this new visual feedback. And so some of the projects going on in my lab right now are looking at what the influence of instructions are on this. So what if we tell you that something's going to change? Does it help to actually get instructions? Or should we let the motor system figure it out itself? Is it better to kind of adapt implicitly? And this has implications for more rehabilitation settings when you think about telling individuals, say post-stroke, how they should be moving. Should we be letting them explore those movements and figuring it out, the motor system figuring it out, or do they need that constant instruction? So again, this is kind of just a very brief overview, and I'm happy for you to email me to ask further questions. So this idea that I briefly introduced is looking at how we use visual information for action. Again, with this idea of perception action overriding it. How we begin to integrate different sources of sensory information. So where we see and feel our hand. What does that mean in terms of how these systems learn? So can the motor system actually change how it's moving, how it's processing stimuli, and maintain that new movement? So again, these are all kind of projects in which we're collecting data while recording hand motion from either young, healthy participants. So we have a lot of volunteers who are undergraduate participants or graduate students. As well, we've looked at some of these phenomenon in older individuals, even over 80. We have a study right now with individuals who have multiple sclerosis. And the collection has actually been on hold for quite a while, but that's kind of ongoing, as well as a recent one with Parkinson's disease. Again, not collecting data at the moment. And so that's the end of the presentation. Again, with this overall idea of how the brain is processing sensory information. So I can just stop sharing my screen and take any questions. Yes, do we have any questions? Oh, Grace, I think we almost thought you put your hand up. We're going to get excited. No question. It's a long night. Yeah, no, I'm happy. People are bombarded with presentations and that. So yeah, for sure. I think the idea, and too, like Michael presented, is these are just kind of a very glossy overview that I think we're all happy to take, you know, further questions and emails and stuff, and actually begin to talk about actual projects that are ongoing. And we actually in our lab, we do have some projects that are currently up and running. I have a few graduate students who are collecting data. And so they're always looking for volunteers to come in if anyone actually is in Ottawa and interested. So it's a good way to see what's going on as well. Excellent. Well, Sharon.